Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Wing Tactic de chez Wild Steer. Fait 26,8 cm de longueur totale pour 12 cm et demi de tranchant. On est sur une largeur de lame ici de 3 cm. Pour son épaisseur, on est sur 4 mm au niveau vraiment du dos et sur 6,3 mm ici au niveau de l'écriture. Le couteau seul pèse 254 grammes et on est sur 473 grammes avec l'étui et la sacoche dont on reparlera plus tard. Sa lame est forgée par estampage dans un acier inoxydable X50 CR-MOV15. Le Wing Tactic est équipé d'un manche en craton qui est rainuré pour avoir plus d'accroche. On va retrouver deux points d'ancrage pour la paracorde. Ici on va avoir une double garde. Ce couteau va être doté d'un talon dépassant qui ne dépasse pas beaucoup du manche mais qui est vraiment imposant lorsqu'on le regarde de ce côté-ci. On va retrouver sur le couteau une seule écriture qui va être le nom de la lame. Grossièrement, ce couteau est la version tactique du Wild Steer qu'on avait déjà vu en vidéo. Je vous mettrai un lien dans la description pour voir le test. On va retrouver quelques points communs avec une forme générale de la lame qui est sensiblement la même. On va retrouver l'escargot ici qui permet de placer la pince accessoire, par exemple pour couper les fils. On va avoir une lame forgée garantie 30 ans par Wild Steer. On va ensuite avoir quelques différences, même si le look semble similaire au niveau de la lame. On va avoir ici un contre-tranchant qui est plus poussé vers l'arrière pour avoir un taux de pénétration encore plus important. On va avoir une lame qui va être sensiblement plus épaisse puisqu'on va être sur 5 mm et demi au niveau de l'écriture ici contre 6,3 mm ici. On va avoir, même si c'est pas vraiment flagrant, une lame un petit peu plus longue. On a un peu plus de tranchant sur la version tactique. Et même si on pourrait penser de prime abord que cette version va être plus adaptée pour pénétrer dans le bois, en fait il n'en est rien puisqu'on va avoir une émouture plate partielle qui remonte un petit peu plus haut et surtout qui est un petit peu plus fine que celle du Wild Steer. Donc on va avoir un taux de pénétration un peu plus important là-dessus. Au niveau des manches, on n'est pas sur les mêmes matériaux, pas sur la même forme, mais on va voir que c'est pas forcément un désavantage pour la version tactique. Les voilà tous les deux dans leur étui, et c'est vrai que d'un point de vue visuel seulement, les Wild Steer se font beaucoup mieux dans les bois. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le Wild Steer classique, Wild Steer est une petite entreprise française qui ici a travaillé en collaboration avec le GIGN pour sortir le Wing Tactic. Donc c'est un couteau qui est à la base destiné pour le GIGN. Donc on va avoir plusieurs versions possibles. Sur la version vraiment plus tactique, on va retrouver le logo du GIGN sur la lame qu'on peut mettre ou pas. On va avoir un revêtement noir, on peut avoir des serrations sur la lame, un autre type d'étui, un autre type de port qui va permettre par exemple de le placer au mollet ou sur un gilet tactique, etc. Et ensuite on a la version entre guillemets survie que j'ai pris aujourd'hui avec le talon qui est plat ici, contrairement à la version plus tactique où on va avoir un brise-vitre. Et sur ma version, on est sur une lame brossée. On peut également le retrouver avec un revêtement noir. Si on a deux lames qui sont sensiblement les mêmes, elles vont avoir quelques petites différences comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des caractéristiques. On a un look radicalement plus nature sur le Wild Steer avec pas mal de cuir. Mais on a vu qu'il y avait quelques petits inconvénients comme par exemple la pénétration sur les petites taches au niveau de son émouture qui est quand même très épaisse ici, ou quelques petits soucis d'inconfort au niveau du manche. On va voir un petit peu ce que peut donner cette version plus tactique sur du bois. Pour commencer les tests, on va rentrer directement dans le vif du sujet, voir un petit peu comment l'épaisseur du couteau ici écarte les fibres. Je vais venir bâtonner cette pièce de bois qui est vraiment très longue, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la taille, on a la lame qui dépasse un petit peu, donc a priori on devrait pouvoir passer à travers.
Voilà, immédiatement ce qu'on va avoir, c'est que le couteau va très vite écarter les fibres, étant donné qu'on va être sur une bonne épaisseur au niveau de la marque Wing Tactic que je vous ai montré tout à l'heure. Il ne devrait pas y avoir de souci pour passer à travers de cette longue bûche. Quand le couteau dévie un peu comme ça, on va pouvoir venir taper sur son talon dépassant pour le rentrer. Voilà, on peut vraiment voir que le couteau ne rencontre pas de difficulté pour le bâtonnage. Donc là, il n'y avait pas vraiment de nœud, les fibres étaient assez droites, donc je suis passé à travers très facilement. Sur les pièces où il y a un peu plus de nœuds, il n'y a aucun souci. On va pouvoir passer à travers également, sans venir abîmer le couteau, avec la bonne épaisseur qu'on a également. Sur les grosses taches où on va venir taper sur les nœuds, etc., on va ressentir un petit peu de vibration dans le manche. C'est pas vraiment dû au fait du matériau de son manche, mais un petit peu plus à l'espace qu'on va avoir au niveau de la main. Donc on va vite retrouver le pommeau ici un petit peu embuté contre la main, mais il n'y a vraiment rien de catastrophique. Et dans les sessions qu'on aura à bâtonner habituellement dans les sorties bushcraft qui seront beaucoup plus petites que celle-ci, il n'y a vraiment aucun souci pour le bâtonner ce couteau. Comme on l'avait vu sur le Wild Steer classique, on va retrouver sur le Wing Tactic une pointe qui est très épaisse, donc ce qui va être un gage de solidité pour venir taper dessus, mais qui va être également très intéressant pour venir bâtonner par le cul pour refendre les sections. Lorsqu'on va arriver sur ce genre de section, voire beaucoup plus petit, on va pouvoir les bâtonner de manière classique par en dessus, mais il arrive parfois que le bois soit trop souple, etc., que ce soit pas pratique, trop fin ou que le couteau soit trop épais pour les fines sections. Du coup on va pouvoir venir bâtonner par le cul, donc on va venir placer le couteau, on va taper sur le marteau et ça va venir écarter les fibres. Donc là avec la pointe qu'on a vue, ça va être très pratique parce qu'on va être sur quelque chose de très épais qui va directement venir écarter les fibres. Donc on pourra passer à travers des morceaux de bois sans difficulté et sans danger avec cette méthode. Voilà ce que ça peut donner sur du plus fin. Donc exactement la même technique. Sur le plus fin, on va pouvoir aussi donner un petit coup au talon pour rentrer dedans, ou alors venir accompagner le bout de bois. Donc je tiens mon bout de bois et mon couteau en même temps et je vais venir taper pour que ça vienne refendre. Donc là on peut voir qu'en un seul coup je passe à travers sans difficulté. Ici je suis sur la grosse section que je suis venu bâtonner tout à l'heure, donc il faudrait la bâtonner par en dessus pour que ce soit plus efficace, ce serait plus logique, mais je vais essayer de venir taper en son milieu, voir un petit peu si ça peut écarter les fibres. Voilà donc ma session de tout à l'heure. Je suis juste venu donner les quelques coups qu'on a pu voir. Et je suis venu écarter les fibres dans un bon espace autour de la lame. Donc pour continuer, il suffira de replacer le couteau un petit peu comme on le ferait avec un coin. Un petit peu ici, plus loin, etc. Pour venir passer à travers de la bûche. Donc c'est pas vraiment utile, encore une fois, il suffirait de le bâtonner par en dessus. Mais on peut voir que même sur les grosses sections, la pointe va vraiment très bien écarter les fibres. Comme pour le Wild Steer, je vais venir faire le test du marchepied à la demande du responsable de chez Wild Steer. Donc on va pouvoir planter son couteau et venir monter dessus. Donc là on n'aura aucun souci au niveau de la résistance. Donc dans l'idéal il faut quand même venir placer le pied au plus proche du bois. Donc ça va pouvoir servir et ça va surtout ici montrer que le couteau est résistant. Dans le stress latéral, donc un petit rappel, c'est un acier qui est forgé par estampage. L'acier est placé dans un guide et des gros marteaux viennent taper dessus pour le mettre en forme. Après le bâtonnage que j'ai pu effectuer dans la vidéo ou hors vidéo,
Et le test du marchepied, la lame est toujours bien droite, il n'y a pas eu de souci, donc on a une très bonne résistance au stress latéral. Lorsqu'on vient taper par exemple le marteau, quand le bâton vient un petit peu riper ici, ça abîme quand même assez rapidement le manche, donc occasionnellement ça pourrait être fait, mais à terme ça risque de vraiment l'abîmer. Donc là on peut voir que ça s'est légèrement soulevé, et je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais j'aperçois un petit peu la partie métallique de la soie du manche ici. Donc là on est sur un rebord, mais bon, si on vient taper n'importe où sur le manche, à terme ça finira un petit peu par s'abîmer. Voilà, ici ça s'est soulevé légèrement également, donc c'était bien à fleur à réception du couteau. Donc voilà ce que ça fait, ça vient un petit peu s'user entre guillemets comme de la gomme en fait, bien que ce soit beaucoup plus résistant. Et là ça a soulevé un petit peu le bout du manche du talon. Ceci dit, le craton est quand même un matériau qui accepte pas mal les chocs, comme on peut le voir ici. Je vais venir le taper contre une pierre. Ça ne va pas venir se fendre. On va avoir quand même de la résistance. Donc on va pouvoir y taper dessus, aucun souci si on a besoin de venir redresser le couteau. Mais bien entendu à terme, à force, ça risque d'un petit peu user le manche. Voilà, juste en venant taper sur le caillou, ça va juste faire quelques traces, ça n'endommage pas le craton. Après, comme on peut le voir ici, ça pourra à terme venir s'abîmer, mais pour quelques coups occasionnels, il n'y a aucun souci. On peut voir qu'en tapant vraiment directement sur une pierre, à part quelques traces, le manche est toujours là. Si on n'a pas de hache ni de scie, ou si on veut venir faire des petites coupes à la volée, couper des petites branches, qu'on est un petit peu loin du camp et qu'on a le couteau sur nous, on va pouvoir le faire avec le Wing Tactic. On va avoir un petit peu plus de facilité qu'avec le Wild Steer classique, puisqu'on va avoir un petit peu plus d'inertie grâce à sa lame un petit peu plus épaisse et un petit peu plus longue, mais également grâce à 2 points d'ancrage qui vont nous permettre de passer une dragonne, donc ou ici en bout de manche, comme par exemple pour venir se servir du pouce, ou en garde de pirate pour venir sécuriser. Pour les petites branches, vraiment le petit travail occasionnel, on n'a pas vraiment besoin de dragonne. On va avoir un bon grip du craton avec un léger retour ici. Donc si c'est pour faire juste une petite branche de temps en temps, on va pouvoir se servir du couteau comme ça. Si on veut chercher un petit peu plus grand, ou si on veut venir taper un petit peu plus fort, on va venir se servir de la dragonne qui va très bien retenir le couteau et qui va nous permettre de taper un petit peu plus fort et un peu plus longtemps. Voilà, on peut par exemple voir cette branche ici bien sèche. Si on a besoin de la couper, on va pouvoir venir le faire. Donc ça reste un couteau qui n'est pas très grand, malgré tout avec l'aide de la dragonne, on va pouvoir donner de bons coups. Bien entendu ça reste un couteau, si on a à faire vraiment longtemps ou souvent ce genre de tâche, on risque d'avoir un petit peu mal à la main ou de se fatiguer. Mais on peut voir que sur ce genre de section que je viens de tomber, sur les petites branches où on peut venir ébrancher, il n'y aura aucun souci. Donc un manche qui va permettre les coupes à la volée légères sans dragonne, et on va pouvoir venir taper avec un peu plus de force grâce au passant pour la dragonne. Au niveau de sa pointe, on a vu qu'elle était bien épaisse, ce qui va être un avantage sur le bâtonnage par le cul. Donc on pourrait penser que ça va pas être perforant, mais on va avoir ce petit contre-tranchant qui va l'aider. Et on va quand même avoir une pointe en elle-même qui va être bien acérée. Donc on a tendance à avoir une pointe qui n'est pas très pointue à cause des différents angles. Mais en réalité, si on prend seulement le bout ici, on va être sur quelque chose qui va quand même bien rentrer dans la matière. Donc on peut voir ici par exemple, lorsqu'on vient creuser sur un bout de bois, qu'on va très vite rentrer dedans. Et c'est une pointe qui est quand même épaisse, donc on va pouvoir compter dessus. On sait qu'elle ne va pas rester tankée dans le bois. Et on peut voir qu'avec les rebords ici du tranchant, on va bien entamer le travail. Par exemple pour venir faire un feu à l'archer.
Comme on vient de le voir dans cette première partie de vidéo, on va être sur un couteau qui va être assez complet, qui n'a pas un gros gabarit mais qui va autoriser quand même de relatives lourdes tâches. On va pouvoir taper dessus, s'en servir pour faire des coupes à la volée, refendre le bois. Il faut voir maintenant ce qu'il en est des petites coupes fines de couteau, donc vraiment les tâches les plus classiques de couteau. Pour ceux qui ont vu le test du Wild Steer, encore une fois, ça ne va pas être la spécialité du Wing Tactique. Cependant, il s'en sort beaucoup mieux dans cet exercice que le Wild Steer. En effet, comme on a pu le voir dans l'introduction avec le comparatif du Wild Steer et du Wing Tactique, on va avoir une lame ici qui globalement ressemble à celle du Wild Steer, mais qui va avoir une émouture qui va remonter un peu plus haut et qui surtout va être un petit peu plus fine, donc qui va tout simplement mieux rentrer dans la matière. Donc ça va être valable pour le bois, mais également pour la nourriture. Sur la nourriture, on va moins avoir tendance à écarter rapidement, à avoir l'effet coin qu'on aurait sur le Wild Steer classique. Donc ça sera un peu moins prononcé ici. Et surtout, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, ça va être pour la pénétration dans le bois, ça va être beaucoup plus efficace. Quand je vous disais que ça ne sera pas son gros point fort, c'est comparé à d'autres lames qui sont un peu plus à l'aise sur ce genre de tâches. Cependant, on va pouvoir faire toutes les tâches de couteau qu'on peut avoir dans les bois. Donc à commencer par la prise forte, la prise marteau ou classique, qui va être encore une fois plus efficace et plus agréable que sur le Wild Steer. Donc sur le manche, on va tout simplement avoir plus de place. Le fait qu'il y ait la garde ici et celle-ci ne gêne pas. Et on va avoir un couteau qui, même s'il a l'escargot ici, ne va pas avoir cette sensation, ou beaucoup moins en tout cas, d'effet de levier. Donc on va être plus à l'aise ici, on va pouvoir plus forcer. Et on va quand même décoller de beaux copeaux. Donc on va pouvoir s'en servir dans cette configuration. Sans problème, on va pouvoir venir se tailler une pointe. Donc bien entendu, on force un petit peu dans le poignet pour contrecarrer cet effet de bras de levier qu'on a. Mais c'est beaucoup moins flagrant que sur le Wild Steer classique. La lame un petit peu plus longue, son émouture un petit peu plus haute et plus fine, nous permet de beaucoup plus facilement venir décoller de gros coups. Première chose qui vient en tête lorsqu'on voit cette double garde, c'est qu'elle va venir gêner pour les coupes avec le pouce sur le dos de lame ou les coupes inversées. Au final, c'est pas du tout le cas. On va venir se rapprocher sur les coupes fines en se servant de l'escargot un petit peu comme d'un finger choil. Donc on va avoir ici la garde du bas qui passe entre les deux doigts et la garde du haut qui ne vient pas gêner sur le pouce. Donc on va pouvoir s'en servir comme ça sans problème. Voilà, dans cette configuration, je vais venir décoller de fins copeaux. La garde ici en haut ne touche pas le doigt au final, on a un très léger écart, donc ça ne gêne pas. Le finger choil, du moins l'escargot ici, ne fait pas mal au doigt. Et le dessus de la lame ici n'est pas vif, on a vraiment un arrondi, donc on reste sur un travail qui reste bien agréable. Au niveau de l'efficacité, c'est la même chose que tout à l'heure, on va être sur un couteau qui va quand même pénétrer bien dans la matière, moins bien relativement que d'autres lames, mais bien mieux que le Wild Steer. Pour les coupes inversées, clairement ce ne sera pas la position la plus confortable qu'on aura avec ce couteau, et ce ne sera pas forcément plus efficace que la coupe classique, mais en tout cas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la double garde ne va pas empêcher cette coupe. Si on venait se placer dans cette position, ça serait vraiment très désagréable, puisqu'on aurait un énorme bras de levier et on viendrait casser le poignet, donc quelque chose qui ne sera pas efficace. On va venir se servir une nouvelle fois de la zone de l'escargot pour se rapprocher et venir prendre le couteau ici. Donc là on va avoir la garde du bas entre l'index et le majeur, ce qui ne sera pas forcément des plus agréables à la longue, mais qui ne fait pas mal, étant donné que la matière est relativement molle. On va pouvoir venir faire nos coupes inversées. Donc ça fonctionne. Après, c'est clairement pas la position la plus agréable, ni la plus efficace avec cette lame. Au final, pour les coupes classiques, rien ne vaudra la prise standard sur ce couteau qui sera plus agréable et plus efficace et très sécurisé avec la garde du haut et celle du bas.
On peut voir que le couteau reste quand même bien efficace sur ce genre de coupe et relativement agréable. Après, c'est pas son gros point fort, tout simplement parce qu'en fait, le couteau ne va pas vraiment avoir de point fort. Son point fort, c'est d'être assez polyvalent et résistant par rapport à son gabarit. Donc on va pouvoir en demander pas mal à ce couteau, qui va se retrouver assez complet pour un gabarit bien raisonnable. Dernier point sur les coupes fines, et pas des moindres, on va voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau des feather sticks. Donc on va pouvoir s'en servir avec la prise peine-main. On va être sur quelque chose qui va être bien efficace grâce à son fil en V. On va venir décoller des fins copeaux bien entortillés. Donc on n'a pas de souci là-dessus. On va être bien placé avec une lame qui va être efficace. La garde ici ne gêne pas, ni celle-ci. On n'a pas forcément le besoin d'aller chercher la lame plus proche. Si c'est le cas, on va pouvoir la prendre comme tout à l'heure ici, pour venir avoir un petit peu plus de contrôle. Et encore une fois, comparé au Wallsteer qui avait quelques soucis pour faire ça, ici on se retrouve avec une lame qui est bien adaptée pour les feather sticks. Très rapidement et en confort, on va se retrouver avec des feather sticks bien entortillés qui sont prêts à s'enflammer. Petit détail, sur le couteau il n'y a pas d'emplacement pour gratter le fire steel, le dos de lame étant arrondi, donc il va falloir se servir du grattoir qui est fourni avec le fire steel ou éventuellement se servir du tranchant du couteau. Pour l'utilisation et l'utilité de cette partie en escargot, notamment de l'accessoire pince, je vous mettrai un lien dans la description de ma vidéo sur le Wallsteer où j'en ai fait la démonstration. Ça va être exactement le même principe et la même efficacité sur le Wing Tactic. L'étui du Wing Tactic est en pomme. Sur cette version, on a l'accessoire avec la pochette en nylon sur l'avant. Pochette qui est amovible. L'étui va être fourni avec un passant en nylon également, avec une boucle munie d'une pression ici et une sangle pour l'attache à la cuisse. L'étui va offrir différentes possibilités de type de port. Donc la principale qui va être un étui en port vertical grâce à la sangle ici. On va également pouvoir se servir des sangles qui maintiennent la sacoche pour venir faire un port horizontal. On va avoir plein de passants pour pouvoir y passer de la sangle pour l'attacher sur des sacs ou sur tout support qu'on voudrait. On va voir un petit peu ce que ça donne sans la sacoche. Une fois qu'on a ôté la sacoche, on va se retrouver avec l'étui de base qui va donc avoir les passages pour les sangles dont je vous ai parlé, donc de multiples possibilités. Ici on va retrouver un étui bien ajouré sur le bas qui va permettre l'évacuation de l'eau. Et sur le devant, on va retrouver ces deux pas de vis qui vont servir tout simplement à venir placer la sangle ici de l'autre côté si on est droitier ou gaucher. Donc c'est un étui qui est ambidextre. En notant la sangle de cuisse, on va se retrouver avec la configuration la plus simple qu'à titre personnel j'apprécie le plus, avec simplement l'étui et le passant pour la ceinture en port vertical. L'étui est composé de deux parties de pomme maintenues ensemble par 4 rivets. Si on souhaite se servir du couteau en port horizontal, il nous suffira de venir placer les deux sangles réglables ici sans mettre la sacoche. On va pouvoir passer la ceinture dessous. Si on veut vraiment se servir du couteau qu'en port horizontal, il nous suffira de venir ôter la sangle verticale à l'aide des deux vis Allen ici. On se retrouvera avec l'étui et simplement les deux passants ici. La petite sacoche va être munie de passants mollis. On va pouvoir y accéder grâce à la pression ici. On va retrouver un bel espace compte tenu du gabarit de la sacoche. Sur le bas, on va avoir un petit trou pour évacuer l'eau. Ici, une attache de type sac à dos. Et dedans, on va pouvoir y mettre par exemple briquet, petite pierre à affûter, fire steel ou la petite pince accessoire de Wallsteer. Du point de vue de la rétention, on va jouer la sécurité en ayant une petite sangle munie d'une pression ici, comme on l'a vu tout à l'heure.
mais elle ne va pas être forcément utile, ce qui à mes yeux est très bien puisqu'on va avoir l'étui qui va retenir le couteau sans avoir besoin de la sangle ici. Donc là il n'y a absolument aucun souci, on va pouvoir secouer le couteau dans tous les sens, il ne risque pas de sortir. Donc on va avoir une sécurité supplémentaire, ce qui va également venir rapprocher le manche de la sangle. Mais encore une fois, l'étui est pas mal pensé puisque lorsqu'on n'a pas la pression attachée, on ne va pas avoir vraiment tout l'étui qui balance lorsqu'on le porte de manière naturelle puisqu'on va avoir la jambe dessus. Et on va avoir encore la possibilité de venir attacher l'étui à la cuisse. Voilà un exemple de port qu'on peut retrouver sur l'horizontale. Donc je suis venu placer la ceinture dedans, j'ai mis les sangles le plus espacées possible. Et dans l'idéal, il faudra, comme je vous l'ai dit, enlever la sangle verticale. Ensuite, il nous suffit juste de pousser pour venir avoir accès au couteau. Et de le rentrer ici, ça va venir se clipser pour être placé en toute sécurité. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a tous les accessoires et toutes les sécurités qui sont mises. Donc je vais avoir l'étui qui va être attaché, sanglé ici à la cuisse. Donc ce qui va lui éviter d'avoir des mouvements. Lorsqu'on va peut-être venir lever la jambe ou quoi que ce soit, ça va nous suivre. Donc ça va être intéressant là-dessus. Mais ce ne sera pas obligatoire de la mettre, puisque comme on le verra après, l'étui seul, et même sans la pression, va être suffisant pour le port. Ici on va pouvoir accéder au couteau en venant ôter la pression qui s'enlève facilement. On vient pousser comme on le ferait un petit peu avec du Kydex. Et on va se retrouver avec le couteau dans la main. Pour le reposer, il suffit de venir repousser ici, ça clique. Et on peut éventuellement venir remettre la pression. Donc tout se fait facilement à d'une main. On va pouvoir aussi venir accéder à la petite sacoche. Par exemple ici j'ai un briquet dedans. On va pouvoir de nouveau à une main venir tout refermer. Donc ça va être sécurisé, agréable au port. Et on va voir que même sans l'accessoire ici de la sangle ou la pression, l'étui seul va suffire. Voilà, pour un port plus léger, un peu moins encombrant ou juste pour une petite sortie en forêt, on va pouvoir venir juste prendre l'étui avec le port vertical ici. Et comme on l'a vu, le couteau tient très bien à l'intérieur et ne va pas balancer, se retrouver par exemple ici très facilement. On voit que le point d'équilibre ramène le couteau à sa place. Donc on va pouvoir s'en servir aussi sans pression. On ne va pas trop avoir tendance à se retrouver avec le couteau ici, puisque comme on le voit, il revient en place. Donc un port qui va être au bout du compte bien agréable. Il va suffire de venir le prendre ici, le repousser pour repartir en toute sécurité. Avec le Wing Tactics, on se retrouve au final avec ce qui fait sa force, c'est-à-dire sa polyvalence, comme je vous l'ai dit, par rapport à son gabarit ainsi que sa solidité. C'est quand même un couteau sur lequel je suis monté et qui est toujours très droit. Un couteau qui va pouvoir encaisser tout type de choc. Donc avec le bâton, on va pouvoir venir bien évidemment bâtonner de manière classique, même dans du bois assez résistant, étant donné qu'on a plus de 6 mm d'épaisseur, ce qui va bien écarter les fibres. Sur les lourdes tâches de bâtonnage, on ressentira à force bien évidemment un petit peu de vibration dans la main. Mais pour toutes les petites sections qu'on aura à faire en forêt, il n'y a pas de souci. On va retrouver le talon dépassant qui va pouvoir venir servir pour refendre les branches avec la grosse pointe du wall steer. Le petit bémol, c'est que le talon n'est pas assez dépassant à mon goût. Du coup, on va vite se retrouver à toucher les rebords du manche, ce qui va causer le petit décalage qu'on a vu tout à l'heure. Ceci dit, on va avoir un manche qui va être très résistant, comme on a pu le voir lorsque je suis venu taper sur la pierre. Un couteau qui ne va pas exceller dans les coupes classiques de couteau, mais qui va quand même pouvoir être bien efficace, comme on a pu le voir. On va soulever de beaux copeaux. Et le fait qu'il n'y ait pas le tranchant qui est jusqu'au bout n'est pas vraiment gênant. On va avoir un couteau qui va avoir un étui très intéressant, qui va être très complet dans sa version avec sacoche, qui va permettre le port horizontal, vertical et de pouvoir venir ranger des accessoires. On va avoir surtout un clip très intéressant qui va permettre d'utiliser le couteau sans avoir besoin de venir placer la petite sangle. Si toutefois on en a besoin, on va avoir un maximum de sécurité ici. Donc on va se retrouver avec quelque chose de bien fini, qui va être très efficace et qui va être finalement très polyvalent. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.